L'invité de Smart Impact, c'est Mathieu Belloir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général du cabinet de conseil en RSE et communication Consilience. Vous publiez avec Jean-François Rial, le cofondateur de Voyageurs du Monde, ce livre. Le chaos climatique n'est pas une fatalité, qui est publié aux éditions de l'Archipel. C'est quoi l'objet d'un tel livre? Un message d'espoir en quelque sorte? À la fois un message d'espoir peut-être et une sorte de coup de gueule contre une forme de l'inefficacité de l'action climatique entreprise depuis maintenant de nombreuses décennies. En 2025, on va fêter deux choses. À la fois les 30 ans des COP, ces grands messes annuelles qui réunissent la quasi-totalité des pays dans le monde pour parler du climat, prendre des engagements, faire des bilans, trouver des financements, etc. Et aussi en 2025, on va fêter les 10 ans des accords de Paris, au cours desquels ont été pris des engagements comme celui de ne pas dépasser une augmentation de la température moyenne de la planète de 1,5 degré, devenu moins de 2 degrés. On sait qu'un et demi, de toute façon, on ne le tiendra pas. On n'y arrive pas. En 2024, on a effectivement franchi cette barre un peu symbolique. 2024 aura été l'année la plus chaude. Le niveau des mers a augmenté l'année dernière comme à peu près jamais. Donc globalement, on voit qu'on est mal engagé. Mais est-ce qu'il faut pour autant baisser les bras? Nous ne le pensons pas. C'est la raison pour laquelle on a essayé de réfléchir aux raisons pour lesquelles, effectivement, on a des difficultés à s'inscrire sur cette trajectoire vertueuse pour limiter le réchauffement de la planète à 2%. Comment peut-on faire? C'est tout l'objet de notre proposition. Et on va évidemment rentrer dans le détail. François Gemenne, qui est co-auteur du 6e rapport du GIEC, signe la préface du livre. La référence est intéressante. Ça veut dire que vous vous inscrivez dans le constat scientifique fait par les auteurs des rapports du GIEC depuis des années? Alors oui, tout à fait. Comme vous le savez, le GIEC a modélisé plusieurs trajectoires. On oublie sciemment, en tout cas c'est notre partie, la trajectoire de 1,5 degré pour les raisons que nous venons d'évoquer. On s'inscrit plutôt dans une trajectoire de 2%. De 2 degrés de plus. De 2 degrés, pardon, d'ici les années 2070-2075. Mais pour effectivement respecter cette trajectoire, il faudrait qu'on baisse nos émissions de l'ordre de 4% par an, et on n'y est pas du tout, puisque depuis 3 ans, on est plutôt sur une augmentation de 1%. Donc, il faut trouver des solutions, et c'est ce qu'on essaye de faire avec notre proposition. Avec cette expression, vous dites qu'il faut acheter du temps, d'une certaine façon, pour limiter la hausse des températures à 2 degrés. Comment gagner ce temps? Voilà, il nous faut acheter du temps, effectivement, c'est l'expression que nous utilisons. On manque de temps pour faire les efforts de maîtrise de nos émissions et pour s'inscrire et pour réussir à effectivement maîtriser cette augmentation de la température à 2%. Pour acheter du temps, il faut trouver une façon. D'abord, il faut essayer d'expliquer les raisons pour lesquelles on est dans cette situation un peu stressante, de manque de temps. Il y a 2 raisons à cela. La première, c'est un problème d'acceptabilité sociale, c'est-à-dire que globalement, les populations ont évidemment des efforts à faire en termes de sobriété, se déplacer différemment, s'alimenter différemment, se loger différemment, travailler différemment, etc., etc. Et aujourd'hui, on voit bien que sur l'ensemble de la planète, la majorité de la population n'est pas forcément prête à faire ces grands efforts. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas le faire, mais il faudra du temps. Il faudra le temps à peu près d'une génération. C'est le discours le vote. Absolument. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu aux élections européennes notamment. Absolument, tout à fait. C'est un premier point. Le deuxième, c'est que globalement, on n'a pas encore atteint cette forme de maturité industrielle, technique, technologique qui nous permet de trouver des solutions de production d'énergie renouvelable suffisamment importantes, suffisamment conséquentes pour être un substitut substantiel à l'utilisation des énergies fossiles. Donc il nous faut du temps. On pense qu'il nous faut le temps d'une génération, 30, 40 ans. Et pour gagner ce temps, on propose effectivement de multiplier les puits carbone qui existent pour effectivement se laisser le temps de cette transition. Et pour multiplier les puits carbone... Il y a les forêts, il y a l'océan. Alors, absolument. C'est côté forêt qu'on peut agir notamment? Alors c'est côté forêt, en effet. Notre idée, c'est de planter des arbres, planter à peu près le double de ce qu'on fait annuellement. On considère en moyenne que sur l'ensemble de la planète, on plante chaque année à peu près 15 milliards d'arbres. Nous, on pense, en prenant en compte évidemment les maladies, les incendies, la déforestation, etc., qu'il est nécessaire de planter à minima 18 milliards d'arbres supplémentaires, au moins pendant 10 ans, pouvoir baisser pendant 25 ans à peu près d'un tiers la baisse des émissions qui est attendue en théorie pour atteindre cette neutralité carbone. Ça fait 180 milliards d'arbres en 10 ans. Est-ce que c'est réaliste?
C'est un vrai sujet et on pense sincèrement que oui, et on pourrait même sans doute faire un peu plus. En réalité, pour faire ces simulations, ces modèles sur lesquels on a travaillé pendant quelques années, on s'est appuyé sur l'étude de Polytechnique Zurich pilotée par le professeur Crotter, qui en 2019-2020 a regardé sur l'ensemble de la planète où est-ce qu'il serait possible de reforester ou de forester notre planète. Et il a trouvé finalement à peu près 900 millions d'hectares disponibles pour refaire ces plantations sans toucher à l'agriculture, sans toucher à l'habitat, sans toucher à ce qui existe déjà comme les prairies, les bois, etc. C'est bien 900 millions d'hectares additionnels. D'une manière pragmatique et modeste, nous on dit si on prenait simplement 20%, ça fait donc nous 180 milliards, 20% de cette surface disponible, vraisemblablement on arriverait à faire baisser d'un tiers les besoins de baisse d'émissions sur les 25 prochaines années. Mais pour l'instant, on est plutôt, on perd de la superficie de forêt chaque année, mondialement. Hein. Oui, bien sûr. Donc il faut déjà inverser la tendance. On a intégré effectivement dans nos calculs ces éléments et on pense que 18 milliards d'arbres, comme vous l'avez rappelé, c'est quelque chose qui est à notre portée. Bon. On plante un peu partout sur la planète. Et on plante quoi? On plante. Il faut bien choisir les espèces, parce qu'il y a eu des plans, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont parfois acheté une conscience en pratiquant la reforestation. Je ne dis pas de toutes, certaines, mais parfois en plantant n'importe quoi. Donc on plante quelles espèces? Alors, on plante des espèces qui sont adaptées et on essaye de prévoir la façon dont on s'organisera la forêt là où on la plantera. Vous savez qu'il y a 3 types de forêts, tropicales, boréales, tempérées, etc. Les plus efficientes en matière de captation carbone sont évidemment les forêts tropicales, mais il ne faut pas exclure que les forêts boréales deviennent, à cause de cette augmentation de la température, deviennent un jour des forêts tempérées, donc avoir une capacité de stockage supérieure à ce qu'elles sont aujourd'hui. On a bien fait tourner le modèle, on est assez convaincus des propositions que nous formulons. Comment on finance un tel programme? C'est de l'argent public, c'est de l'argent privé, les deux? Je pense que si on veut être pragmatique et efficient, il vaut peut-être mieux compter sur de l'argent privé. Quelques grands mécènes africains, américains, internationaux, etc. pourraient trouver un intérêt dans cet investissement, d'autant plus que ce n'est pas forcément un investissement à fond perdu. La forêt génère aussi des ressources, ne serait-ce que par les crédits carbone. Et on a évalué le coût de cette opération à quelque chose qui tourne autour de 550 milliards de dollars. Alors, le chiffre peut un peu... Sur 10 ans? Sur 10 ans. D'accord. En one shot, bien sûr. 550 milliards de dollars, ça représente en fait une somme assez modeste, puisque ça représente l'équivalent de 0,5% du PIB mondial. Ça représente moins d'une année de chiffre d'affaires d'Amazon, moins d'une année de chiffre d'affaires d'Apple. Ça représente le PIB de la Belgique ou de l'Australie, pour vous donner, de l'Autriche, pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est quelque chose qui, nous sommes vraiment à notre portée, si on le veut vraiment. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que l'enjeu, c'est ni plus ni moins la sauvegarde de l'humanité. Est-ce que ça vaut 0,5% du PIB mondial? On en est convaincu. Ça, je pense que tout le monde en est convaincu, sauf que pour l'instant, on ne le voit pas, apparaître. Alors, c'est une très bonne idée. Est-ce que elle est portée par d'autres que vous? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a un moment où c'est un projet planétaire dont vous nous parlez. Oui, bien sûr. Alors, il y a pas mal d'initiatives qui existent du côté entreprises privées qui ont conscience du fait qu'elles ont une pierre à apporter à cet édifice, les États également. Mais l'idée, c'est peut-être de mettre en place une coordination mondiale pour fédérer tous ces efforts qui sont faits au niveau privé et au niveau public, et peut-être rajouter ce supplément qui manquerait éventuellement pour réaliser le projet que nous avons. Les COP peuvent servir à ça, d'ailleurs, parce que ça reste quand même... Elles sont imparfaites, vous l'avez dit en préambule. Bon, finalement, elles aboutissent souvent à des engagements, mais pas forcément suivis d'actes. Mais il n'empêche que ce sont des rendez-vous internationaux qui pourraient permettre de porter un tel projet, d'après vous? Alors, elles pourraient, mais honnêtement... Vous n'y croyez pas? On aurait plutôt confiance dans une gouvernance privée qui embarquerait bien sûr les États, parce que les terres sur lesquelles l'afforestation pourrait être envisagée ne sont pas forcément des terres libres de droit, donc il faudrait effectivement cette
ce soutien des pouvoirs publics, mais le pilotage, le financement, confié à des structures privées, quelques grands mécènes pilotés par un team de scientifiques, de quelques prix Nobel et quelques chefs d'État très engagés, nous semble être une bonne façon de piloter un tel projet. Et donc, alors, il y a acheter du temps en plantant 180 milliards d'arbres en 10 ans. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire revoir aussi le calendrier de la décarbonation. Peut-être qu'il est un peu trop ambitieux aujourd'hui? C'est exactement le constat que nous avons fait. Donc, notre idée, effectivement, c'est faire cette plantation qui nous permet de disposer de puits carbone additionnels pour justement, pendant les 25 années qui viennent, pour avoir une diminution de nos émissions, une capacité de captation carbone meilleure que celle que nous proposent en théorie les trajectoires du GIEC pour accélérer, une fois que cette captation additionnelle est faite, à partir des années 2050 et rejoindre in fine l'objectif de décarbone en 2070. Procrastination quand même. On va se dire, bon, finalement, c'est dans longtemps, on n'a pas besoin. Parce qu'il faut, à côté de ça, il y a des efforts de sobriété, vous l'avez dit, qu'on doit collectivement faire. On est plutôt optimiste sur le sujet. D'ailleurs, on a fait une petite liste dans notre bouquin de toutes les bonnes raisons de ne pas suivre notre projet. On en a exploré une bonne douzaine. Il y en a sans doute d'autres, mais finalement, si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait? On a d'ailleurs ouvert une plateforme qui s'appelle www.jainemeilleureidée.com et on attend l'arme au pied que d'autres nous donnent de meilleures idées que celles que nous proposons. Et pour l'instant, on est loin de faire tomber le serveur. On n'a pas beaucoup d'idées alternatives, mais on y croit. Merci beaucoup, Mathieu Belloir. Votre livre, coécrit avec Jean-François Rial, Le chaos climatique n'est pas une fatalité, donc aux éditions de l'Archipel. On passe à notre débat, les jeunes face à la transition.